Avez-vous des questions ou des précisions? Peut-être on en prend deux ou trois. D'accord. Oui, alors monsieur là. Vous parlez des politiques d'ajustement structurel et là encore à ce niveau de l'exemple du Brésil que vous avez dit, qui achète des bons du trésor et puis qui doit se refinancer. Quelle est la marge de manœuvre en fait des pays du Sud ou même des pays européens pour rompre avec ce diktat des institutions internationales en fait? Parce que vous proposez, enfin, vous énoncez qu'il y a tout un tas d'alternatives qui sont là. On a l'impression que les gouvernements en fait ont les pieds, les mains liés pour agir en fait. Là, la marge de manœuvre en fait, ces gouvernements. Oui. Comme la Bolivie et le Venezuela, l'Équateur, ils ont renationalisé certaines entreprises en cassant les contrats en fait. Parce que j'ai un peu compris. Pourquoi cet exemple-là n'inspire pas les autres gouvernements? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez décrire les mécanismes qui obligeraient les États à emprunter aux banques privées plutôt qu'aux banques centrales? Et moi, je voulais savoir si le problème du Brésil était actuellement justement la trahison de Lula et de ses idéaux de base, ou s'il y a justement un souci vraiment, comme au Venezuela, d'un pouvoir oligarchique de la classe dominante qui reste extrêmement bien implanté dans tous les domaines des établissements privés, et de savoir si justement ces pays qui forment l'ALBA n'auraient pas la possibilité de rejeter le Brésil, excusez-moi, et de refonder en fin de compte une institution qui serait viable pour les 6 autres pays qui en sont. Voilà. Marge de manœuvre. Moi, je pense qu'il y a de véritables marges de manœuvre quand on décide de les prendre. Et tu as mentionné toi-même la Bolivie, en mai 2006, a adopté, donc le gouvernement bolivien, un décret de nationalisation du pétrole et du gaz et a envoyé l'armée occuper les champs pétroliers et gaziers, ce qui a été la démonstration de sa capacité de poser un acte unilatéral souverain. Ça a provoqué des réactions, c'est sûr, y compris du côté du Brésil, parce que dans les champs pétroliers qui ont été occupés, il y avait des champs de Petrobras, et donc la droite brésilienne a appelé Lula à entrer en conflit avec Evo Morales sur cette question. Mais finalement, ça s'est très bien passé, et ça a permis essentiellement, comme tu l'as dit, de casser des contrats et de forcer les entreprises étrangères à accepter de nouveaux termes qui sont devenus favorables à l'État, tout en préservant, parce qu'elles sont toujours là. Donc, en fait, c'est à la fois la profondeur du décret et les limites. L'État décide de nationaliser, mais ensuite décide, dans le cadre de nouveaux contrats, de prolonger des concessions. Donc, là, pourquoi? Parce que la Bolivie n'a pas les ingénieurs, n'a pas la technologie qu'elle contrôle pour virer les entreprises étrangères de son territoire et les remplacer par du personnel local, pour faire simple. Et donc, ce qu'elle fait, elle dit, tout m'appartient, mais, ok, je renégocie avec vous les concessions et je les maintiens. Et si vous acceptez les termes du contrat que je veux, ben, je vous octroie ces nouvelles concessions, etc. Mais c'est clair que les recettes fiscales, grâce à ces nouveaux contrats, ont explosé et ont été tout à fait positives, ont fait que la Bolivie, au pire moment de la crise économique au nord, donc là c'était en 2008, début 2009, est le pays qui a connu le meilleur taux de croissance de l'Amérique du Sud, supérieur au Brésil. Bon.
Parce qu'ils avaient justement des réserves qu'ils ont bien utilisées pour... bon, ok. Mais je peux donner d'autres exemples pour montrer qu'il y a des marges de manœuvre quand on veut les utiliser. Le Venezuela a fait la même chose avec un énorme champ pétrolier qui s'appelle comment est-ce qu'on appelle ça? Parce qu'en espagnol c'est Falla del Orinoco. En anglais ce serait le Rif. Hein? La ceinture. Ouais, la ceinture, mais Falla ça veut dire qu'il y a une rupture de... Enfin bon. Ce n'est pas faille, c'est Au fait. faille. Faja. La faille géologique. Ah, d'accord. Ok. Bon, la ceinture, si on veut, pétrolière de l'Orénoque, qui a été nationalisée. Les entreprises transnationales ont protesté, mais elles sont toutes là, sauf ExxonMobil qui s'est retiré. Mais toutes les grandes entreprises transnationales... Quoi? Monsieur, Oui? excusez-moi de vous contredire. Oui. Mais ne sont pas de nouveaux contratistes. Ils sont propriétaires del 40% du pétrole vénézuélien. Non. Il y a la Chevron. Ah, mhm. Oui. Non. Il y a la Chevron. Oui. Ils disent, non, ça c'est fini. Il n'y a plus de contrat. Ils sont propriétaires de ce qu'on appelle entreprise mixte. Mhm. Les Vénézuéliens sont propriétaires de 60% de ce Oui. pétrole et les entreprises à 40%. Tout à fait d'accord. 40% du pétrole vénézuélien est exploité directement par des sociétés étrangères. Exploité et propriétaire. Ok. C'est différent. Mais la Falla del Orinoco a été nationalisée, elle. Ce n'est plus nationalisé, monsieur. Ah bon. Donc, vous m'enverrez, je vous donnerai mes coordonnées et vous m'enverrez les détails. OK? OK. Autre exemple, c'est sur la dette. Donc, en juillet 2007, ça faisait 6 mois que Correa était au pouvoir, assumait ses fonctions de président. Il met en place une commission d'audit de la dette. Et je suis une des personnes désignées pour en faire partie. On étudie ses contrats pendant 14 mois. Et on lui remet nos conclusions qui sont publiques, que vous pouvez trouver, mais c'est en espagnol, sur le site du ministère des Affaires des Finances et sur le site du CADTM, cadtm.org. C'est un document de 195 pages. Et nous recommandons à Correa de répudier ses dettes en commençant par la suspension de paiement. Parce que nous les considérions, pour une série d'arguments que nous expliquons dans ce document, comme illégitimes. Correa décide de se focaliser sur les dettes sous forme de bons commerciaux, les bons 2012, qui viennent à échéance en 2012 et en 2030, qui représentent à peu près 3 milliards 200 millions de dollars de dettes, 3,2 milliards de dettes. Et il suspend le paiement en novembre 2008 de cette dette. C'est un acte souverain unilatéral, contraire, si vous voulez, au contrat. Hein. Et il dit, je ne les payerai pas parce qu'on m'a démontré que les contrats avaient été passés de manière illégale. En fait, son objectif était en dessous de ce que nous lui proposions, qui était la répudiation. Lui, il voulait arriver à une réduction radicale et mettre les détenteurs de bons, qui étaient des grandes sociétés financières américaines qui avaient acheté ces bons à Wall Street, les mettre dans une condition où ils sont obligés de vendre. Et donc, il suspend le paiement et il dit « je le suspends de manière illimitée ». Et pendant 5 mois, il ne fait aucune déclaration. Ce qui fait que les détenteurs de bons, qui étaient des grandes sociétés financières, commencent à revendre leurs bons. Et ces bons se vendent sur le marché de l'occasion des bons, parce qu'il y a un marché secondaire des bons, comme le marché des bagnoles d'occasion. Les bons tombent à 20% de leur valeur. Et là, l'Équateur, en contradiction avec le contrat, je vous le dis, c'est pas public, c'est pas écrit dans la presse, et ça, le gouvernement équatorien me niera ce que je dis, il devra le nier, et c'est normal, mais l'Équateur rachète en catimini, à 20% de la valeur, les titres qu'il a émis, en passant
par une banque que tout le monde connaît, qui s'appelle la banque Lazare, spécialisée dans ce genre d'opérations discrètes. Et après 5 mois et avoir acheté notamment une portion des titres, l'Équateur dit, écoutez, finalement, on va être généreux. On veut bien racheter les bons à 35% de leur valeur. Parce qu'ils avaient acquis déjà une masse critique. Et le 10 juin 2008, l'Équateur a pu annoncer qu'il avait racheté 91% des bons. Donc il avait déboursé un peu moins de 1 milliard de dollars pour racheter des bons d'une valeur de 3,2 milliards de dollars et ne pas devoir payer les intérêts, parce qu'il fallait payer les intérêts jusqu'en 2030. Ce sont des intérêts très élevés, de l'ordre de 300 millions de dollars par an. Donc là, ça montre aussi qu'une opération unilatérale, contraire même au contrat, peut fonctionner parce qu'on constitue un rapport de force, parce qu'un État se base sur des arguments juridiques qui sont justes. Les gens qui avaient acheté les titres, qui étaient des grosses sociétés financières, avaient fait une opération juteuse, mais savaient qu'elles prenaient des risques, et elles ont été coincées par un État qui les a pris à la gorge et qui a eu raison de le faire. L'Argentine avait fait ça un peu d'une autre manière. Il faut se rappeler qu'en décembre 2001, l'Argentine a suspendu le paiement de sa dette extérieure sous forme de bons aussi, elle, pour 100 milliards de dollars. Donc 30 fois plus que l'Équateur. 100 milliards de dollars. Et l'Argentine, elle, a arrêté le paiement pendant plus de 3 ans. Donc toute l'année 2002, toute l'année 2003, toute l'année 2004. Le discours des institutions internationales et de la presse financière internationale a été de dire ça va être le chaos. Plus personne ne voudra faire confiance à l'Argentine et l'Argentine va continuer à s'écrouler. Quand le gouvernement a pris cette décision, le pays était depuis 36 mois en récession économique. 36 mois, 3 ans de récession économique. Évidemment, une fois qu'il a pris cette mesure, alors qu'il y avait 36 mois de récession, la crise a continué un certain nombre de mois, mais à partir de 2003, la croissance est revenue à 8% de taux de croissance en Argentine. En 2003, en 2004, en 2005. Et en 2005, l'Argentine a échangé les bons à 50% de leur valeur. Là, elle n'a pas racheté, elle a échangé. Elle a dit, ramenez-moi les anciens bons, et contre un ancien bon, je donne un nouveau bon, mais qui vaut 50% de la valeur de l'ancien. Ce qui montre aussi que l'Argentine a pu tirer profit d'un acte unilatéral qui ne correspondait pas au contrat. Il faut savoir que l'Argentine aussi a suspendu le paiement, et ça quasiment personne ne le sait, depuis la même époque, depuis décembre 2001, à l'égard du Club de Paris, pour un montant de 6 milliards de dollars. Et depuis décembre 2001, l'Argentine ne rembourse pas $1 ou €1 au Club de Paris. Le Club de Paris, c'est le club des créanciers publics qui se réunit au ministère des Finances à Bercy, à Paris. Et où les créanciers publics, quand il y a un pays qui a des difficultés pour le remboursement de sa dette bilatérale, donc à l'égard de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, eh bien, le pays demande au Club de Paris de pouvoir le rencontrer pour négocier le rééchelonnement de sa dette ou les nouvelles conditions. Mais l'Argentine n'a pas demandé à rencontrer le Club de Paris, il a suspendu purement et simplement le paiement. Et le Club de Paris ne dit rien, il n'y a aucune protestation. Parce que le Club de Paris ne veut surtout pas qu'on sache qu'il y a un pays très important qui ne lui rembourse pas la dette. C'est aussi important à savoir. C'est-à-dire, on vous dira tout le temps dans la presse financière, ça va être absolument dramatique si un pays ne rembourse pas sa dette. Mais en fait, il y a une série de pays qui ne remboursent pas leur dette et qui s'en portent très bien. L'Argentine, toujours elle, a repris le contrôle d'une série de services et surtout a imposé aux grandes transnationales étrangères un gel des tarifs.
Parce que vous savez qu'il y a eu une pré-révolution en Argentine en décembre 2001, donc il y avait un climat social extrêmement agité, avec une population qui voulait réellement des mesures radicales et de gauche. Et donc le gouvernement a dit, on gèle complètement les tarifs de l'eau, de l'électricité, etc. Mais l'eau appartenait à Suez des Eaux, avait été privatisée par Carlos Menem au profit de Suez. L'électricité, je ne sais plus qui détenait l'électricité. Et l'Argentine s'est donc opposée à une dizaine de très grosses transnationales qui toutes sont en procès contre l'Argentine depuis maintenant 9 ans. Depuis entre, disons, 8 et 9 ans, il y a des demandes judiciaires contre l'Argentine pour un montant de dommages à rembourser de 14 milliards de dollars. Et l'Argentine ne rembourse rien du tout. Et rien ne se passe et vous n'en entendez pas parler. C'est-à-dire qu'il y a des condamnations de la part du tribunal de la Banque mondiale, qui s'appelle le Centre international de règlement des différends sur les investissements, le CIRDI, mais ces condamnations ne sont pas respectées par l'Argentine. La Bolivie a fait de même. La Bolivie, suite à une révolte populaire en avril 2000, a expulsé la société américaine Bechtel qui contrôlait l'eau. Et la société Bechtel est allée en procès contre la Bolivie, a obtenu du CIRDI une condamnation de la Bolivie qui doit payer 67 millions de dollars de dommages et intérêts à Bechtel, mais la Bolivie ne fait rien, ne le fait pas. La Bolivie, alors en 2004, a expulsé Suez des Eaux de la ville qui surplombe La Paz, la ville qui s'appelle El Alto, et a mis fin de manière unilatérale à la concession à Suez des Eaux parce que Suez des Eaux pratiquait des tarifs absolument inacceptables. Et voilà, Suez des Eaux est dehors et rien ne se passe non plus contre la Bolivie. Et je pourrais vous multiplier les cas. Vous dire aussi que la Bolivie et l'Équateur ont décidé de sortir du tribunal de la Banque mondiale. Donc ils ont écrit à la Banque mondiale en disant, voilà, notre pays qui avait signé la convention de Washington de 1900, j'ai oublié la date, instituant le CIRDI, retire sa signature et ne reconnaît plus votre compétence en cas de litige avec des transnationales présentes dans le pays. L'Équateur a expulsé le représentant permanent de la Banque mondiale en Équateur. C'était le 1er mai 2007. Là aussi, vous n'en avez pas entendu parler. La Banque mondiale n'a pas protesté. 2 mois plus tard, elle a renvoyé un envoyé, alors que si on vous expulse un diplomate, un État fait une mesure de rétorsion qui d'expulser le diplomate qui est dans le pays et ne renvoie pas un nouveau diplomate sans un arrangement. La Banque mondiale ne voulait pas qu'on sache que l'Équateur avait osé expulser le représentant permanent et a demandé à l'Équateur de bien vouloir accepter quelqu'un qui serait une personne grata de l'État équatorien. Donc autant d'exemples d'actes unilatéraux posés par des pays du Sud qui ne plaisent pas du tout aux pays du Nord, mais qui fonctionnent. Mais aucune mesure de rétorsion, on va dire, cachée, Alors, des mesures de rétorsion, c'est déstabiliser ces gouvernements. C'est, s'il y a un coup d'État contre Chavez, dire tout de suite qu'on soutient le nouveau régime, voire participer à la conspiration, comme ça s'est passé en 2002, ou essayer de déstabiliser, où les États-Unis apportent de l'aide financière à l'opposition vénézuélienne, à l'opposition bolivienne, etc. Aussi, il peut y avoir des mesures de rétorsion. Ça a été tenté contre l'Argentine, c'était si vous voulez, des sociétés dont les intérêts sont affectés par la politique de l'Argentine peuvent demander à ce que les biens de l'Argentine à l'étranger soient mis sous séquestre. Bon. Et ça s'est passé. Par exemple, dans le cas du conflit entre le Venezuela et ExxonMobil, ExxonMobil a demandé que 12 milliards de dollars de liquidités de l'entreprise nationale vénézuélienne PDVSA
soient mises sous séquestre. Et un tribunal du commerce hollandais et un tribunal du commerce britannique ont décidé la mise sous séquestre. Le Venezuela est allé en appel et a obtenu la récupération des fonds. Et maintenant, le Venezuela place les fonds dans des pays avec lesquels il n'a pas de traités bilatéraux de protection des investissements. Parce que, effectivement, les mesures de rétorsion potentielles peuvent être importantes. Il suffit qu'un pays avec lequel vous avez signé un traité bilatéral d'investissement ait signé lui-même un traité bilatéral d'investissement avec un tiers. Avec ce tiers, vous n'avez pas un traité bilatéral, mais vous affectez les intérêts par votre décision unilatérale de ce tiers, et ce tiers peut demander des rétorsions. Il peut, mais on voit parfaitement qu'en pratique, des États qui résistent arrivent réellement à imposer leur choix. Les procès sont toujours en cours, hein, et des sommes sont toujours il y a des décisions, des sommes à payer, mais les sommes ne sont pas remboursées. Donc, on est dans une situation... bon. Donc ça, c'est une chose. Alors, on me posait la question d'écrire les mécanismes qui obligent les États d'emprunter aux banques privées et pas aux banques centrales. Mais là, c'est simplement... et c'est le lot de l'Union européenne. Les accords pris dans le cadre de l'intégration européenne font que les banques centrales et les États de l'Union européenne ne peuvent pas... Enfin, les banques centrales des pays membres de l'Union européenne ne peuvent pas prêter à leur gouvernement de l'argent. Tandis que la Réserve fédérale des États-Unis prête de l'argent aux banques américaines. Mais dans l'Union européenne, les banques centrales des États membres, en vertu des règles de l'Union européenne, ne peuvent pas prêter à leur gouvernement. Et donc leurs gouvernements sont obligés d'emprunter aux banques privées, au marché financier. Et la Banque centrale européenne, elle, prête aux banques privées. Donc la Banque centrale européenne prête à maintenant quelque chose comme 1% de taux d'intérêt aux banques privées, maximum 2%. Et ensuite, ces banques privées prêtent aux États membres de l'Union européenne si c'est la Grèce, ces banques vont prêter à du 6,5%. Si c'est l'Allemagne, à du 3%. Et donc, oui, on est dans une situation absolument scandaleuse où les États membres de l'Union européenne se soumettent totalement à la dictature des banquiers et des créanciers. Et là, dans le cas grec, bon, je ne sais pas si l'interview passera demain dans le Temps ou dans les jours qui viennent. J'ai été longuement interviewé par le quotidien Le Temps, mais donc j'expliquais, dans le cas de la Grèce, l'accord sur la Grèce. Vous savez que le Fonds monétaire international et la Commission européenne ouvrent à la Grèce une ligne de crédit qui, je crois, s'élève à 130 milliards d'euros. OK ? Pourquoi ? Pour que la Grèce puisse rembourser aux banquiers qui ont prêté à la Grèce et aux gens qui ont acheté des titres de la dette grecque. La moitié, pour faire simple, de la dette grecque est due à des banquiers et l'autre moitié est émise sous forme de bons qui sont achetés aussi par ces banquiers, mais c'est des bons. Qui sont ces banquiers ? La moitié de la dette grecque due à des banquiers est due aux banques allemandes et aux banques françaises. Donc ce qui explique pourquoi Angela Merkel et Sarkozy ont poussé à fond à l'accord entre le FMI, la Banque centrale européenne, la Commission européenne et la Grèce pour qu'on ouvre une ligne de crédit à la Grèce afin que les banques allemandes et les banques françaises soient effectivement remboursées. Mais à condition, et ça c'est l'ajustement structurel, que la Grèce prenne toute une série de mesures d'austérité radicale. Et là, ce que nous disons, nous, à la Grèce, comme CADTM, et c'est pour ça qu'un comité s'est créé en Grèce, qui s'appelle un comité contre la dette. Il ne s'appelle pas d'ailleurs un comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, parce que la Grèce n'est pas un créancier du tiers-monde. Par contre, elle est devenue
elle se retrouve dans une situation proche d'un pays du tiers-monde. Et donc il y a un comité pour l'annulation de la dette grecque ou un comité contre la dette, et nous avançons comme revendication un audit, comme on l'a fait en Équateur, de la dette grecque, combiné à un défaut de paiement, donc un moratoire unilatéral sur le remboursement de la dette, le temps de réaliser l'audit, pour déterminer à travers cet audit quelles sont les dettes légitimes, quelles sont les dettes illégitimes, et refuser le paiement des dettes illégitimes. Alors vous me direz, mais est-ce qu'il peut y avoir des dettes illégitimes pour la Grèce? Oui, la Grèce est passée par une dictature, et les banquiers européens ont prêté à cette dictature. Et ces dettes empruntées par la dictature grecque ont été refinancées par de nouvelles dettes. Il y a ça. Deuxièmement, pour moi, les dettes que la Grèce vient de contracter maintenant, cette année, auprès du FMI, pour rembourser les anciennes dettes, le sont à des conditions tout à fait illégitimes, avec un budget qui est illégitime. Pourquoi? Parce que dans ce budget, on a comprimé à fond les dépenses sociales et on a à peine comprimé, très très peu, c'est absolument homéopathique comme dose, les dépenses d'armement. Pourquoi? Parce que le poids des dépenses d'armement de la Grèce sont énormes dans son budget et parce que la Grèce, ses fournisseurs d'armes, c'est la France et l'Allemagne. Ceux qui prêtent à la Grèce, c'est les banquiers privés français et allemands, pour que la Grèce ait de l'argent pour acheter des armes à la France et à l'Allemagne, dont des sous-marins nucléaires. Ok? Vachement utile. Dans une zone où il ne faut pas démontrer les facteurs qui peuvent provoquer une crise mondiale, parce qu'on est à côté du Proche-Orient. Et dans un contexte en avril 2010, quand la Grèce négociait avec le FMI, le Premier ministre turc, vous savez que les dépenses militaires grecques, l'argument principal, c'est le conflit avec la Turquie, c'est Chypre, etc. Bon. Et le Premier ministre turc est venu en Grèce en avril 2010 et a dit la chose suivante. Je propose que la Turquie et la Grèce décident simultanément de réduire dans un premier temps de 20% les dépenses d'armement. Et c'était donc une offre intéressante. Et la Commission européenne, les Français et les Allemands ont dit pas question que la Grèce réduise de 20% ses dépenses d'armement. On peut les réduire de 3%, mais pas plus, et réduisez d'autres parties du budget. Donc moi, si je suis un citoyen grec, je dis, les nouvelles dettes que mon pays, que le gouvernement du PASOK a contractées, sont des dettes frappées d'illégitimité, parce qu'il y a abandon de souveraineté nationale, parce que ça va contre les intérêts de la population, et donc ça doit pouvoir être remis en cause. Et donc il y a toute une série de gens en Grèce, aussi d'économistes grecs ou autres qui suivent les affaires, qui commencent à avancer dans le même sens que nous. Alors, Lula, est-ce qu'il manque de manœuvre? Si je vous dis que des pays comme la Bolivie et l'Équateur arrivent à affirmer qu'ils peuvent conquérir une marge de manœuvre, je ne vois pas pourquoi le Brésil, avec sa puissance économique, militaire, ne pourrait pas imposer le respect de sa souveraineté. Le problème, donc, c'est que c'est pas ça le problème du Brésil. Le Brésil, son problème, plutôt, c'est que, historiquement, il est une sorte de sous-impérialisme ou d'impérialisme périphérique à l'échelle de la région. Ça a été analysé notamment par un économiste brésilien qui s'appelait Rui Mauro Marini, dans des textes importants d'il y a 50 ans, 40 ans, 50 ans. Il faisait partie, c'était un des penseurs de l'école de la dépendance avec Fernando Henrique Cardoso, avec Teotonio dos Santos, André Günther Frank, etc. Et lui-même a parlé de ce sous-impérialisme brésilien, alors qu'il était brésilien, pour dire, en fait,
le Brésil, avec sa puissance industrielle, soumet les pays de son voisinage à ses intérêts et se comporte comme des puissances du Nord à l'échelle du Sud. Et en fait, moi, je constate tout à fait ça. Je peux confirmer cela parce que lorsque nous avons fait l'audit de la dette de l'Équateur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une dette de l'Équateur à l'égard du Brésil pour une centrale hydroélectrique qui s'appelle la centrale San Francisco, qui avait été construite par une grosse entreprise brésilienne bien connue dans toute l'Amérique latine qui s'appelle Odebrecht. Et cette entreprise n'avait absolument pas respecté le cahier des charges. Et cette centrale hydroélectrique est tombée en panne après 4 mois de fonctionnement. C'est-à-dire le canal principal qui amène l'eau vers les turbines a connu des fissures et des effondrements parce qu'il a été extrêmement mal fait pour économiser sur les coûts. Et le gouvernement de l'Équateur a exigé que l'entreprise indemnise. Et l'entreprise a refusé. Et donc le gouvernement équatorien a mis sous séquestre l'entreprise, le barrage, la centrale hydroélectrique, et a expulsé l'entreprise. Et là, ça c'était en septembre 2008. Et là, le Brésil a réagi de manière extrêmement dure, en disant « il n'est pas question de ça ». Et le Brésil a rappelé son ambassadeur à Quito, en poste à Quito, l'a rappelé à Brasilia pour protester. Et là, j'ai assisté à une pression terrible de Lula sur Correa, qui a dit si tu ne retires pas, si tu n'acceptes pas le retour de Odebrecht, ça va se passer très mal. Et donc, l'Équateur a transigé et a accepté de porter le litige devant une cour d'arbitrage à Paris, qui est en train de traîner en longueur. Et donc, là, l'Équateur, face au Brésil, a reculé. Je vais vous donner un deuxième exemple. En décembre 2008, le nouveau président du Paraguay m'a invité. Il venait d'être élu en avril 2008. Il s'appelle Fernando Lugo, c'est un ancien évêque de la théologie de la libération. Il a pris ses fonctions en août 2008. Et en décembre 2008, il m'a invité pour une discussion en tête-à-tête. Et puis, il a demandé que j'introduise, pour moi c'était tout à fait surréaliste comme expérience, il m'a demandé d'introduire la réunion de son gouvernement pour que je présente mes arguments sur le traité entre le Paraguay et le Brésil, sur le deuxième barrage le plus important au niveau mondial. C'était le premier jusqu'aux Trois-Gorges en Chine. Donc c'est maintenant le deuxième barrage le plus important de la planète. C'est le barrage d'Itaipú, qui est sur la frontière entre le Brésil et le Paraguay. Et ce barrage a été... la décision de construire ce barrage date de 1973. Et c'est un traité international signé entre deux dictatures, la dictature brésilienne et la dictature de Stroessner au Paraguay. Et ce traité... lance la création du barrage. Le barrage entre en activité en 1983. Et le Brésil impose au Paraguay, c'est une entreprise binationale, Paraguay-Brésil, qui produit l'électricité. Et le barrage est sur la frontière. Les installations, comme par hasard, les turbines et toutes les installations sont sur le territoire brésilien, mais l'eau qu'on a réuni est sur le territoire paraguayen. Donc les ennuis environnementaux pour le Paraguay et le contrôle de la machine pour le Brésil. C'est une entreprise binationale. Et l'entreprise binationale est obligée, en fonction du traité, de vendre l'électricité au coût de production. Mais cette entreprise s'est endettée pour produire l'électricité. Et si elle ne vend qu'au coût de production, elle n'arrive pas à rembourser sa dette. Donc elle doit continuer à s'endetter. Mais en plus, pendant les 2 premières années, le Brésil impose que l'entreprise binationale vende en dessous du coût de production. Et donc on assiste à une véritable décapitalisation de l'entreprise binationale.
Alors, quelle est la situation quand Lugo vient à la présidence en 2008? C'est que l'entreprise binationale a une dette de 22 milliards de dollars, à répartir 50-50 entre le Paraguay et le Brésil. 11 milliards pour le Brésil, 11 milliards pour le Paraguay. Sauf que le Brésil, c'est 25 fois le Paraguay en produit intérieur brut. Et sauf que toute la dette de l'entreprise binationale est à l'égard d'entreprises brésiliennes, et pas du tout de dette à l'égard d'entreprises paraguayennes, et principalement à l'égard d'Electrobras. Et là, qu'est-ce que je me rends compte, c'est que Lula et le ministère des Affaires étrangères du Brésil ont fait une pression absolument terrible sur Lugo pour qu'on ne crée pas cette commission d'audit. Et ce que Lula a fait, c'est de dire je veux bien augmenter un peu le prix que le Brésil paye. Mais il faut savoir que dans ce traité, il est dit aussi, on ne cite même pas les deux pays là, on dit la partie, donc il y a deux parties qui signent le contrat. Il est mis la partie qui n'utilise pas les 50% qui lui reviennent doit vendre ce qu'elle ne consomme pas à l'autre partie. Donc, les 50% qui reviennent au Paraguay, le Paraguay en consomme 5%. Il reste 95% de sa part qui doivent être vendus au Brésil. Et donc, le Brésil est le seul client en vertu du contrat et fixe son prix d'achat. Et donc, le Paraguay disait le prix d'achat est trop bas et on veut renégocier le traité, notamment pour que le Chili, qui est à côté, et qui a besoin d'électricité, et qui nous propose de nous acheter l'électricité, et qui nous propose un prix plus intéressant, et qu'il y ait une concurrence entre le Brésil et le Chili, et que nous, on en tire un peu profit. Et donc, Lula a refusé la renégociation du traité, mais a dit, je veux bien augmenter un peu le prix qu'on paye. Seulement, l'augmentation du prix payé par le Brésil au Paraguay pour la partie pas utilisée par le Paraguay de l'énergie électrique produite, ça correspond à peu près à 10% de ce que le Paraguay rembourse aux créanciers brésiliens. Donc c'est une concession tout à fait insuffisante. Donc c'est pour vous dire là que ce que je vois avec le Brésil, c'est que le Brésil a un comportement de grande puissance. Il faut savoir aussi qu'il y a un... Mais je pourrais vous en parler beaucoup trop longuement, mais juste parce que je suis sûr que très peu de personnes ici connaissent ça. Il faut savoir que le Paraguay, qui est le pays le plus pauvre de l'Amérique du Sud, plus pauvre que la Bolivie, qui est plus pauvre que le Pérou, le Paraguay est vraiment le pauvre des pauvres, là. Le Paraguay est le pays qui, en Amérique du Sud, dans les 65 premières années du 19e siècle, a connu, est le seul pays qui a connu un développement auto-centré. C'est-à-dire que c'est un pays qui a refusé de contracter des dettes extérieures et qui a envoyé, dont le gouvernement a envoyé partout en Europe et en Amérique du Nord, des ingénieurs pour apprendre des technologies européennes et nord-américaines. Et fabriquer avec des technologies les plus avancées, générer une industrialisation du Paraguay. Et le Paraguay, jusqu'en 1865, était le pays avec le taux de développement et d'industrialisation le plus important, en concurrence avec l'Argentine, qui n'était pas encore définitivement constituée comme État unitaire. Et quand la puissance dominante de l'époque, qui était l'Angleterre, a vu ça, l'Angleterre a décidé de détruire le Paraguay. Pour détruire le Paraguay, l'Angleterre a mis en place la Triple Alliance. La Triple Alliance, c'était l'alliance entre le Brésil, Montevideo et l'Argentine, pour déclarer la guerre au Paraguay. Et ces trois pays, la Triple Alliance, ont détruit le Paraguay. C'est-à-dire que 80% de la population, la guerre a duré 5 ans, 80% de la population paraguayenne a été anéantie, et toute l'infrastructure a été détruite ou emmenée essentiellement au Brésil. Et c'est aussi intéressant parce que la dette intervient là-dessus.
pour pouvoir mener la guerre contre le Paraguay, et ces 3 pays qui étaient autrement peuplés et étendus que le Paraguay ont mis 5 ans à détruire le Paraguay parce que le Paraguay réussissait à fabriquer ses propres armes lui-même. Alors il faut regarder une carte, le Paraguay n'a aucun accès à la mer. Son seul accès à la mer passe par Buenos Aires et Montevideo pour l'embouchure. Donc si l'Argentine et Montevideo se mettent ensemble contre le Paraguay, il n'y a plus d'accès du Paraguay à la mer. Et le Paraguay a réussi à produire des armes pour résister parce qu'il était doté de l'équipement pour cela. Et donc il a résisté, mais il a été détruit. Et ça a coûté tellement d'argent au Brésil, à Montevideo et à l'Argentine, que ces pays ont contracté une dette énorme. À l'égard de qui? À l'égard des banques britanniques. Donc c'est la Grande-Bretagne qui avait organisé, orchestré cette guerre et qui en a tiré profit en soumettant les vainqueurs à ses banquiers et en développant ses intérêts dans la région. Mais là, il y a aussi une histoire. Pour moi, il y a une dette historique du Brésil à l'égard du Paraguay, notamment de l'Argentine et de l'Uruguay aussi. Il faut savoir que le jour de la fête de la marine brésilienne, c'est toujours le jour de la reddition du Paraguay. Donc, c'est pas une paix quelconque qui est fêtée par la marine de guerre brésilienne. C'est-à-dire qu'il y a encore l'idée de grande puissance à l'égard de ses voisins, etc. Et donc là, ma conclusion, c'est que Lula a une marge de manœuvre, l'exerce quand il la veut. Il vient de l'exercer par rapport aux États-Unis. Lula vient de se rendre en Iran, vient d'inviter le président iranien, vient d'affirmer que l'Iran avait parfaitement le droit de développer une industrie électrique nucléaire. Et le Brésil s'oppose au sein de l'Assemblée générale des Nations unies aux mesures de rétorsion. Donc là, il s'oppose parce que, justement, comme puissance qui essaye de trouver des alliés et de négocier sa place face aux États-Unis, cette puissance veut montrer aux États-Unis qu'elle est capable d'avoir une politique étrangère, y compris en dehors de l'Amérique latine. Et là, dans ce cas-là, je veux dire, pour moi aussi, il y a un droit de l'Iran à avoir une énergie nucléaire. Je suis contre l'énergie nucléaire. Mais le droit d'un pays, on n'a pas à lui interdire, alors que le voisin ou des voisins ont des armes nucléaires et que lui ne l'a pas, et qu'Israël a l'arme nucléaire et peut attaquer l'Iran à tout moment, alors que l'Iran n'a pas cette arme nucléaire et prétend avoir une industrie électrique. Et je n'ai aucune sympathie pour le président iranien. Mais face aux États-Unis, je suis d'accord avec le Brésil de dire il faut se battre contre les sanctions voulues par les Nations Unies et d'autres puissances contre l'Iran. Mais là, le Brésil affirme sa marge de manœuvre. Mais il ne l'affirme pas toujours à bon escient quand il s'agit de ses voisins ou quand il s'agit des négociations dans l'OMC. Vous savez que le Brésil négocie sa place dans les négociations de l'OMC, mais pousse les pays du Sud à accepter de faire des concessions. Et dans les dernières négociations, c'est les refus de l'Inde et un peu de la Chine qui ont empêché que finalement la négociation de Doha aboutisse, parce que le Brésil était arrivé avec des accords qui, s'ils avaient été acceptés par l'Inde et la Chine et une série d'autres pays, auraient abouti à la conclusion de la ronde de Doha. Et heureusement, là, le Brésil n'a pas réussi son opération. Je vais prendre une question, mais tu veux faire les réponses Oui. J'avais vu Bernard Lecomte. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à l'Amérique, avant qu'il s'en aille, de ne pas parler du Sud, mais de nous? C'est-à-dire, quand je vois CADTM, qu'on admire depuis qu'il existe, c'est-à-dire, j'ai bien compris, 20 ans, Oui. Et qu'on entend ce qui se passe ici, on se dit, est-ce que c'est l'ADM peut-être enlever CTM et se battre ici? François.
Moi, je voulais demander dans le cadre de réaction des pays du Sud, en fait, l'appréciation sur l'injonction faite à la République démocratique du Congo. La situation qu'il y a eu avec la République démocratique du Congo sur l'injonction qui lui a été signalée, en tout cas faite, en fait, de casser ses contrats avec la République de Chine. Donc la question, c'est de faire un commentaire sur les pressions exercées sur le gouvernement de Kinshasa par une série d'acteurs internationaux comme le FMI pour que le gouvernement mette fin au contrat avec les Chinois. Oui, monsieur. Moi, j'ai une toute petite question par rapport à Itaïkou et le rôle de l'ALBA, parce que je me souviens qu'avant l'élection de Lugo, la presse locale parlait tous les jours de ce barrage d'Itaïkou, c'était une vraie cause nationale. Et un des espoirs qui revenait régulièrement dans la presse, c'est qu'après l'élection de Lugo, puis un gouvernement un tout petit peu moins pourri qu'avant, l'ALBA pourrait faire une médiation et forcer le Brésil à renégocier en fait l'arrangement au Brésil-Paraguay. Après j'ai plus suivi la presse, j'étais curieux de savoir si l'ALBA l'a fait et puis si l'ALBA peut effectivement jouer un petit peu ce rôle d'intermédiaire. Et puis exclure le Brésil, là, comme il avait demandé. Hein? Exclure le Brésil, là, comme il avait demandé. Ah oui. Voilà. Oui, donc sur l'ALBA, je n'ai pas répondu, mais comme je voyais Julie, qui à juste titre tient l'horloge à l'œil. Donc l'ALBA, il y a un peu de confusion sur qui en est membre. Les pays qui sont membres de l'ALBA, c'est Cuba, Venezuela, Bolivie, Équateur, Nicaragua et la Dominique, donc pas la République dominicaine, c'est une petite île qui s'appelle Dominique, et encore 2 autres petits micro-États de la Caraïbe. Donc, en Amérique du Sud, il y a seulement 3 pays qui sont membres de l'ALBA, en Amérique du Sud. C'est Venezuela, Équateur, Bolivie. Et le reste sont des pays de la Caraïbe et le Nicaragua de l'Amérique centrale. Et jusqu'au coup d'État de juin 2009 au Honduras, le Honduras faisait partie de l'ALBA, et c'est une des 5 raisons principales du coup d'État orchestré contre Manuel Zelaya, le président hondurien. Donc le Brésil n'est pas dans l'ALBA, l'Argentine n'est pas dans l'ALBA, le Paraguay n'est pas dans l'ALBA, l'Uruguay n'est pas dans l'ALBA. Donc l'ALBA, c'est, je dirais, une alliance qui est partie de Cuba et du Venezuela. Et en fait, l'ALBA, c'est extrêmement intéressant comme projet, mais le gros problème, c'est que ça reste au niveau du discours. Il n'y a pas une véritable intégration du type entre tous les membres de l'ALBA. Il y a plutôt des accords bilatéraux ou trilatéraux, comme ceux que j'ai décrits, entre Cuba, le Venezuela, mais j'aurais pu parler entre Venezuela et la Bolivie. Et malheureusement, pour moi, là aussi, comme sur la Banque du Sud, on perd un temps très précieux et on se cantonne dans des bonnes intentions qu'on n'arrive pas à mettre en pratique. Et c'est un gros problème. Alors, il y a une autre entité maintenant qui s'appelle UNASUR. UNASUR, ça, c'est tous les pays de l'Amérique du Sud, y compris les pays alliés aux États-Unis, donc, qui ont des gouvernements liés aux États-Unis. Donc la Colombie, le Pérou font partie de UNASUR. Et quand il y a eu une tentative de coup d'État contre Evo Morales il y a 2 ans, UNASUR s'est réuni pour organiser le soutien à Morales. Quand il y a 10 jours, 15 jours maintenant, non, oui, 15 jours, il y a une tentative de coup d'État contre Rafael Correa en Équateur, les pays de l'UNASUR se sont réunis le jour même à Buenos Aires pour organiser le soutien à Correa. Alors la question de la Banque du Sud et donc moi ce que je défends, et c'est mis dans le livre là, la crise, quelle crise, je défends effectivement une intégration avec un noyau dur plus cohérent. Donc
s'il faut une intégration qui commence avec moins de pays, mais sur des critères plus cohérents, et que pour ça il faut se passer du Brésil, je pense qu'il faut se passer du Brésil. Mais ce n'est pas la position de Chavez, ce n'est pas la position de Correa. Bon, j'ai eu l'occasion d'en parler à certains endroits, et c'est clair qu'ils ont une autre position. Donc voilà, sur Itaipu, il n'y avait pas la question plus précise que ça. Bon, parce que je pourrais en parler des heures, mais je pourrais parler du barrage de Yacerita, qui est un barrage là, entre l'Argentine et le... Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu assister dans cette affaire de mon voyage en Paraguay à ce que c'est une campagne de presse mensongère. Je vous en dis 2 mots. Donc, je suis invité par Lugo. Je le rencontre le 23 décembre 2008 pendant 3/4 d'heure en tête-à-tête dans son bureau. Et puis, il convoque la presse, les photographes passent, on nous photographie tous les deux. Et puis, on passe dans la réunion du Conseil des ministres et il me donne la parole. Je vous ai dit que c'était surréaliste parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il fasse ça. Je l'ai juste appris la veille. Encore plus surréaliste, à la sortie de la conférence, ils me disent, est-ce que ça vous dérange Ils me disent, est-ce que ça te dérange de prendre la parole devant la presse? On a convoqué la presse. Donc je passe dans le bureau à côté et je pensais que j'allais être à côté du porte-parole de Lugo et qu'il y aurait moi, peut-être le ministre des Affaires étrangères et la presse. Or, je suis tout seul devant la presse, toutes les caméras, tous les journaux de la presse quotidienne, un peu de presse internationale, et j'explique ce que j'ai expliqué au gouvernement en faisant quand même un peu attention et tout ça. Et le lendemain, bon, le soir même, je suis à la première des journaux télévisés, etc. Puis le lendemain, dans la presse écrite, commence une campagne. Il est mis, attention, Éric Toussaint a été conseiller de Rafael Correa. Rafael Correa qui est ami de Hugo Chavez. Et attention, Lugo, en prenant Éric Toussaint comme conseiller, veut introduire le chavisme et ils avaient fait des visites du site internet du CRDTM, ils le présentaient, puis c'est un artisan de la Banque du Sud. Le deuxième jour, une page entière, Éric Toussaint était conseiller de Hugo Chavez, le portail internet du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela reprend ses textes, c'était bien pire. Et le 4e jour, et ça je parle du principal quotidien, hein, si tu connais le Paraguay, c'est ABC Digital. Il y avait aussi Ultima Hora, mais qui était beaucoup moins agressif, c'était ABC Digital. Et le 4e jour, alors j'ai appris la chose suivante, c'était Éric Toussaint habite à Cuba et conseiller de Raúl Castro. Et alors là, évidemment, c'était le Satan absolu, quoi. Et donc, et tout ça était tourné contre Lugo, parce que moi, j'étais qu'un argument dans une campagne de presse contre Lugo. Mais une campagne de presse qui part de faits, donc mes textes sont publiés sur un portail du gouvernement, et du coup, je deviens conseiller de Hugo Chavez, alors que je ne l'ai jamais été. Et puis après, tout d'un coup, je découvre que j'habite à Cuba et que je suis conseiller de Raúl Castro, quoi, avec ça, de l'invention pure. Donc là, j'ai pu voir ce que c'est une campagne de presse, comment elle se monte. Bon, alors, il y a le Nord et la Chine, mais on va passer justement, avant d'arriver au Nord, RDC et Chine. Donc effectivement, là, la Chine devient, et pas simplement à l'égard de pays africains, mais à l'égard de l'Amérique latine, un partenaire extrêmement important. Pour l'Équateur, l'Équateur vient de passer un contrat qui est un peu proche du contrat du type du Congo-Kinshasa, de la RDC. Donc, dans le cas du contrat Chine-RDC, c'était 9 milliards de dollars apportés par les Chinois pour des projets d'infrastructure. Et en échange, la RDC fournit pendant 20 ans ou 30 ans des minéraux, du cuivre, et rembourse à un certain taux d'intérêt. Et donc les Chinois font ça avec les Équatoriens pour 3 milliards.
les Équatoriens vendent plusieurs années d'exploitation pétrolière. Les Chinois apportent 14 milliards aux Vénézuéliens et dans des accords, bon, je dirais meilleurs là. Mais effectivement, la Chine devient un partenaire extrêmement important qui ne pose pas les mêmes types de conditions que le FMI, mais qui pose quand même des conditions. Hein. C'est-à-dire, la Chine veut assurer son approvisionnement en matières premières. Et elle oblige quand même des gouvernements à signer les Chinois ne font pas vraiment de cadeaux. Ils font moins de dégâts dans les conditions qu'ils fixent que le FMI et d'autres. Et pour ça, vu que les Chinois prennent beaucoup d'ampleur, il est clair que les puissances qui exercent un contrôle sur le FMI ont demandé au FMI de conditionner l'allègement de la dette du Congo à l'égard du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale par une renégociation du contrat chinois. Ce que Kinshasa a finalement fait. Ils ont renégocié, comme tu le sais, les accords. Moi, je ne connais pas exactement les détails maintenant de ce qui se fait. Mais donc, mon explication, c'est que la Chine devient un partenaire extrêmement actif de plusieurs économies de pays en développement, et d'ailleurs de pays du Nord aussi. Et les puissances du Nord qui dominent les institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale les utilisent pour obliger des pays qui ont passé des accords avec la Chine de revoir les termes du contrat avec la Chine pour réouvrir une partie de ces contrats aux transnationales du Nord. C'est ça l'explication que je donne. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ceux qui n'ont pas fait la même chose en Amérique latine. La Chine est là, aux mêmes conditions, avec une présence importante. Oui, parce que les moyens de pression sur Kinshasa, le Nord pense qu'il a plus de moyens de pression sur Kinshasa que sur Caracas ou sur Quito. Sur l'Afrique, peut-être. Oui. Oui, pas simplement sur le Congo-Kinshasa, sur l'Afrique, bien sûr. Le Nord se comporte à l'égard de l'Afrique d'une autre manière qu'à l'égard de l'Amérique latine, y compris, pour toute une série de raisons, de l'affirmation de l'indépendance de l'Amérique latine depuis plus longtemps et des expériences qui vont plus loin. Et le fait qu'à Kinshasa, comme tu le sais, il y a des gens dans le gouvernement de Kinshasa qui sont des gens qui ont été à la Citibank, qui ont été liés tout à fait à la Banque mondiale et qui sont... On se demande quels intérêts ils représentent réellement à Kinshasa, si c'est les intérêts de leur pays ou les intérêts des institutions dans lesquelles ils ont travaillé, quoi. Donc voilà. Alors sur le Nord, merci de m'avoir posé la question et de la suggestion. Je pense que fondamentalement, le CADTM, le CADTM est présent dans 4 pays, dans 5 pays du Nord et dans 25 pays du Sud. Hein, les 5 pays du Nord, c'est Belgique, France, Suisse, Grèce, Espagne, pardon, il y en a 6 parce qu'il faut ajouter le Japon. On est dans 6 pays du Nord et dans 24 pays du Sud. Mais il est clair qu'avec la manière dont se développe la crise de la dette publique au Nord, affronter les défis posés par l'endettement public du Nord et utiliser l'expertise que nous avons acquise au Sud pour la transférer vers le Nord, et notamment vers la Grèce, va être une de nos priorités maintenant. Et donc on fait tout un travail là-dessus, et je peux te dire que ce n'est pas facile. Parce que dans le milieu altermondialiste, le CADTM, par exemple, a convoqué le 29 septembre, quand il y a eu une journée d'action européenne, à l'échelle de l'Union européenne, convoquée par la Confédération européenne des syndicats. Vous savez qu'il y a eu une marche à Bruxelles, il y a eu 100 000 manifestants le mercredi 29 septembre, et nous avons participé à cette marche. Il y a eu grève générale ce jour-là en Espagne. Il y a eu des manifestations importantes dans d'autres pays. Et le matin, nous avions convoqué tous les mouvements sociaux de l'Union européenne et tous les partis de gauche de l'Union européenne à une réunion avec pour objectif tenter de mettre en place une coordination pour affronter les défis
de l'utilisation de la dette publique comme prétexte pour une nouvelle phase de plan d'austérité. On s'est aperçu, donc on a eu un certain écho, il y avait une trentaine d'organisations présentes de 8 pays différents, mais une série de représentants, comme le représentant d'Attaque France ou de nos amis de Sud Solidaire en France ou de la FSU, nous disaient « Oui, c'est bien votre initiative, mais enfin, la problématique de la dette des pays du Nord est totalement différente de l'Amérique latine, il ne faut pas se tromper. » Or, je connais ces gens, ce sont des amis, je sais très bien qu'ils n'ont pas étudié la dette de l'Amérique latine et que simplement, ils affirment une idée reçue qu'ils n'ont pas pris la peine de vérifier. L'Europe est par définition différente de l'Amérique latine, ses caractéristiques. Or, si vous regardez les caractéristiques il y a bien sûr des spécificités de la Grèce, mais les caractéristiques de la dette grecque sont fort proches des caractéristiques de la dette argentine ou brésilienne, par exemple. Et donc, ce qu'a fait l'Argentine ou l'Équateur peut servir à la Grèce. Mais heureusement, il y a une partie des composantes de la gauche radicale grecque et des mouvements sociaux grecs qui, eux, sont tout à fait réceptifs à ce que nous disons. La plupart de nos documents ont été traduits en grec. Maintenant, dans la presse quotidienne grecque, on a beaucoup d'échos, donc y compris dans la presse de droite, qui ne sympathise pas avec ce qu'on dit, mais qui rend écho de ce qu'on dit, parce que ça porte réellement sur les problèmes vécus par la Grèce. Et donc, effectivement, on va le mettre, on va recentrer le travail du CADTM pour avoir un équilibre entre le travail, l'activité qu'on a au sud et qu'on a au nord sur les problématiques du nord, et tout ça dans une perspective de convergence des luttes et des mouvements sociaux, qu'ils soient du sud ou du nord de la planète. Alors ce sera ma conclusion. Merci beaucoup pour votre participation.